on tourne. Silenzio si gira. Silenzio. Camera. Motore. Bonjour Monsieur Bergala, merci voilà, de nous avoir rejoints pour ce nouveau ciné-club virtuel du cycle consacré à Pasolini cette année, voilà, qui est une année qui se prolonge en termes de difficultés pour ce qui est en tout cas des séances en salle. Et donc nous avons décidé de continuer à vous proposer en ligne un accompagnement, une présentation voilà, de l'œuvre de Pasolini. La dernière fois, c'était donc un ciné-club virtuel sur Mama Roma, son deuxième long métrage. Et pour finalement ce troisième ciné-club de l'année, on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur La Ricotta, qui est donc un court-métrage qu'il a réalisé entre Mama Roma et l'Évangile selon saint Matthieu, qui était le prochain film au programme de notre cycle. Donc voilà, je voulais juste rappeler que donc, sur ce site, nous sommes en partenariat avec la médiathèque Georges Sand. Voilà, Céline Grignon est présente avec nous. Et voilà, on va donc tout de suite vous passer la parole pour nous présenter donc ce court-métrage de Pasolini, La Ricotta, qui est donc tout à fait étonnant. Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas. D'abord, La Ricotta, c'est intéressant, puisque tout le monde peut le trouver sur Internet gratuit. Et donc, évidemment, tous les gens qui vont nous voir ou nous écouter peuvent voir le film sans la moindre difficulté. C'est un bon point. Alors, La Ricotta, je vais essayer de le situer un peu, disons, dans l'avancée de la carrière cinéma de Pasolini. Alors, c'est un film qui appartient encore à la trilogie romaine. C'est-à-dire, c'est un film qui est dans la continuité de Acatone et de Mama Roma, parce que ça parle du même sujet qui est le sous-prolétariat romain, qui est incarné ici par les ouvriers du cinéma et Stracci. Stracci qui est le personnage principal, qui est le larron, donc, qui va mourir sur la croix. Alors, ce film a une histoire incroyable, c'est-à-dire que c'est un film qui a eu un procès avant le tournage. C'est-à-dire l'état des choses en Italie, disons, à ce moment-là. En fait, l'histoire est compliquée. Et ça explique pourquoi le film de Pasolini est dans cet ensemble auquel il n'appartient pas, qui est donc l'ensemble Rogopag. Alors, je reprends un peu l'histoire. Deux producteurs qui s'appelaient Amoroso et Amato, donc qui auraient dû être aimables, théoriquement, commandent à Pasolini un film, pour un film à sketch, qui devait s'appeler La vie est belle. Et puis, les autres cinéastes qui avaient dit oui disent non. Et du coup, le film ne se fait pas, puisqu'il n'y a plus que Pasolini qui a donné son scénario. Et évidemment, il en parle à son producteur depuis le début, Alfredo Bin, et il lui dit « Voilà, est-ce que tu veux faire ce film ?» Bin, il dit oui. Et à ce moment-là, les producteurs qui n'arrivaient pas à faire le film qu'ils avaient prévu attaquent Pasolini en justice, comme quoi il a donné le scénario à un autre producteur, alors qu'eux ne peuvent pas faire le film. Donc c'est une situation absolument absurde. Et alors, le plus impressionnant, c'est ça, c'est que dans le même procès, ils attaquent Pasolini à cause du contenu du film. C'est eux qui, les premiers, parlent de blasphème, de trucs anti-catholiques, etc. Donc, le procès a lieu et durera très, très longtemps. Finalement, évidemment, Pasolini le gagnera. Alors, ce procès durera 6 ans de procédure en Italie. C'est-à-dire que Pasolini, toutes les semaines, il allait au palais de justice à peu près, avant qu'il le gagne. Alors,
ça, c'est le premier procès. Il y en aura un deuxième quand le film existera, sévère, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, Pasolini est condamné à 4 mois de prison pour atteinte à la religion d'État. Donc là, on se dit, on imagine la situation morale, enfin idéologique à l'époque. Ce procès, il finira par le gagner aussi, mais en même temps, comme toujours, ça va faire un scandale qui va faire connaître le film, si j'ose dire. Alors ce film, du coup, Pasolini intègre un autre projet de film à sketch qui est avec donc d'autres cinéastes, c'est pas rien. Il y a Rossellini, c'est le Ro de Rogopac. Il y a Godard, c'est le Go de Rogopac. Il y a Pasolini qui est le Pas de Rogopac. Et il y a Grégoretti qui est le dernier mot. Pag, c'est le G du titre. Donc c'est un titre, c'est un montage des premières lettres des 4 cinéastes qui ont fait le film. Alors ce film avait un sujet qui est la fin du monde. C'est évidemment le contraire de La vie est belle, qui était le sujet initial. Et je pense que Godard est le seul à traiter le sujet. Donc Godard fait un film assez beau sur la fin du monde. Enfin, il y a une catastrophe nucléaire au-dessus de Paris. Il n'y a rien de physique, mais les gens changent. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient, les relations amoureuses ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc c'est un très beau film, peu connu finalement de Godard. Le Rossellini est un peu bizarre. Voilà. En tout cas, donc, ça veut dire que Pasolini intègre ce film dans un film à sujet, dans un film à sketch à sujet, dont il ne traite pas de sujet. Donc le film est immédiatement hétérogène par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est un peu pour l'histoire du film. Alors Pasolini dira que ce film a été celui qu'il a tourné le plus vite et avec le moins de matériel. C'est-à-dire il y a un truc d'inspiration qui est évident quand on voit le film. Alors ce film, qui est un film assez court, il fait un peu plus de 30 minutes, est un grand film de Pasolini. Et il y a même pas mal de personnes, de critiques, qui pensent que c'est le meilleur film de Pasolini à cause de la concision, la vivacité, ça va à toute vitesse. Et puis, il y a plein d'idées formelles, on en reparlera, notamment sur les tableaux vivants en couleur. Alors, ce film est important aussi dans la vie de Pasolini, parce que c'est sur ce tournage qu'il rencontre Ninetto Davoli, qui sera son compagnon, comme il dit, le plus grand amour de sa vie pendant des années après. Donc Ninetto vient sur le tournage parce que son frère fait partie de l'équipe de décoration, son frère, qui est menuisier. Et là, il rencontre Pasolini et la rencontre est absolument décisive dans la vie de Pasolini. Quand il a des crises, quand il déprime, etc., c'est souvent par rapport à sa relation avec Ninetto. Donc Ninetto arrive, j'ai envie de dire, sur le plateau de ce film. Alors, dans ce film, il y a un deuxième personnage qui est très important dans la vie de Pasolini, c'est Laura Betti. Laura Betti, c'est celle qui fait la star, qui a le chien, qui est une espèce de petit tyran d'actrice. Laura Betti, ça a été peut-être la deuxième personne la plus importante du point de vue sentimental dans la vie de Pasolini. Donc, il l'a rencontrée quelques années avant. Elle est chanteuse et c'est une femme extrêmement militante, anarchiste, provocante. Et Pasolini va la faire beaucoup travailler, parce qu'il va lui écrire des chansons, il va la faire tourner dans plusieurs de ses films, et il va avoir avec elle une relation très importante, sauf que évidemment, elle n'est pas sexuelle. Et dans une lettre à Godard, Pasolini dit « c'est ma femme non charnelle, mais c'est ma femme ». C'est-à-dire, si vous voulez, bon, il y aura un peu la calasse, mais ça sera plus court après, qui sera sur le même régime. Alors là, Rabetti, leur relation est
par moments, Pasolini habitait chez Laura Betti. C'est-à-dire que c'était une relation de couple, d'une certaine façon, évidemment avec pas mal d'étincelles par rapport à leurs deux caractères, mais enfin, ça veut dire que ces deux rencontres se passent sur ce film-là. Alors, Ninette, on ne le voit pas dans le film, hein, il va apparaître après. Son premier rôle, ça sera dans l'Évangile, où il fait un ange comme ça, voilà. Alors, ce film, il y a quand même une grosse différence avec les autres films de la trilogie, qui est que dans la trilogie, tout le film est vu par les personnages prolétaires, sous-prolétaires. Ici, non. C'est-à-dire tout le film n'est pas vu par Stracci. Le film est vu aussi par le cinéaste, c'est-à-dire Orson Welles. Donc, dans ce film, il n'y a pas que le sous-prolétariat, il y a aussi les autres classes de la société dans le microcosme qui est un tournage de film. Bon, on en parle après de tout ça. Alors, merci pour cette introduction. Je voulais juste rappeler donc, aux internautes que nous allons poster cette vidéo donc, sur une page dédiée au film et qu'on mettra en fait des liens pour pouvoir visionner le film en VOD et éventuellement l'acheter en DVD, même si, comme vous l'avez dit, effectivement, il est disponible aussi sur YouTube. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis donc on va se retrouver tout de suite donc, dans une deuxième vidéo pour l'analyse proprement dite.